Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 4e numéro de Tout Éco, le grand magazine économique de Télé Nantes en partenariat avec Audencia, l'école nantaise de management. Chaque mois, nous analysons les grands mouvements de fond qui agitent nos entreprises, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. Et pour ce numéro, nous voici sur l'île de Nantes, au rez-de-chaussée de la Maison régionale de l'autonomie et de la longévité. Nous sommes au cœur d'une filière naissante, une filière, paraît-il, d'avenir, baptisée à l'anglo-saxonne la Silver Economy. Silver pour argenté, les cheveux argentés, autrement dit, l'économie des seniors, l'économie du vieillissement. Une partie de la population âgée veut rester chez elle. Il faut qu'il y ait des conditions acceptables en termes de sécurité, mais également en termes d'ergonomie, plaisir. Vous voyez, les travaux qu'on est en train de réaliser, vous avez vu la salle de bain, ça sent pas l'hôpital. Il est plus facile de l'envisager à nos âges et de faire des changements chez nous et dans notre façon de vivre que si ça nous arrivait à 80, 90 ans par exemple. Et là, ça aurait été beaucoup plus délicat. Transformer son logement pour mieux vivre sa retraite, pour mieux vivre le grand âge, c'est l'une des pistes d'exploration de la Silver Economy, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres dans tous les secteurs d'activité, pas seulement l'habitat. Où en est cette filière aujourd'hui dans la région? Sur quel ressort s'appuie-t-elle pour décoller? Avec quelles entreprises? Et pour répondre à quels besoins? La Silver Economy à la conquête des seniors, oui, mais comment? C'est la question posée par ce Tout Éco. Avant de vous présenter les invités qui vont en parler, je vous propose un petit retour sur ce qui a marqué l'actualité économique dans notre département en ce début 2015. Le conflit des routiers est entré dans sa 2e semaine. Ce lundi, il bloquait la zone de fret de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Les négociations salariales sont au point mort. Les syndicats réclament 5% d'augmentation. Les transporteurs, eux, ne veulent pas aller au-delà de 2%. Les attentats parisiens et la marche républicaine Je suis Charlie dans toutes les têtes ce 13 janvier lors des vœux du monde économique. Plus de 500 chefs d'entreprise de Loire-Atlantique rassemblés au parc des Expos de la Beaujoire avec comme un air d'union nationale. Si on veut une France debout, il faut reconnaître qui sont les créateurs de ces emplois-là. Ce sont les chefs d'entreprise et que la France se lève et dise merci à ces entrepreneurs. Que les politiques disent voilà, on a besoin de vous et on le montre tous les jours et on arrête les petites polémiques et que les entrepreneurs entre eux se fassent confiance et qu'on fasse confiance en nous-mêmes. C'est l'heure des bilans pour l'activité des commerces de centre-ville. À Nantes, on observe un léger repli en 2014, moins 1,7%, mais sans tenir compte des 2 dimanches ouverts avant Noël, une première historique qui, selon la CCI, a apporté une véritable bouffée d'oxygène. À Saint-Nazaire, activité stable, plus 0,1%. Parmi les secteurs en difficulté, les boutiques de culture et de loisirs. Les cafés et restaurants, eux, s'en sortent bien grâce à un mois d'août ensoleillé. Autre bilan, celui du port de Nantes-Saint-Nazaire. Le trafic 2014, une nouvelle fois en berne, moins 4,3% par rapport à 2013. La faute à une conjoncture internationale défavorable, selon la direction, notamment pour les volumes énergétiques qui se réduisent encore. Ça interroge nécessairement sur le modèle économique de notre port et sur la nécessité qu'il y a de retrouver des trafics de vrac et également de se diversifier sur un certain nombre d'autres types d'activités. Il y a plusieurs pistes pour rebondir autour des trafics de vrac, c'est-à-dire exporter encore plus de céréales autour de l'agroalimentaire notamment. C'est également de se diversifier sur les trafics rouliers, c'est-à-dire importer, exporter des marchandises par le mode de roulage, comme peuvent l'être les autoroutes de la mer notamment. C'est également de trouver un peu plus de débouchés pour nos trafics de conteneurs. Pour rebondir, le port vient par exemple de renforcer la ligne Montoire-Vigo qui passe de 2 à 3 rotations par semaine pour le transport de pièces automobiles. Voilà pour cette revue d'actualité. Vous nous rejoignez, nous sommes à la Maison régionale de l'autonomie et de la longévité. Ça tombe bien puisque nous allons parler de Silver Economy avec nos invités que je vous présente à présent. Emmanuel Godmer, bonsoir. Vous êtes membre associé à la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Vous êtes par ailleurs directrice associée dans le cabinet nantais d'architectes AIA. Professeur Gilles Berru, vous êtes le président du Gérontopole des Pays de la Loire que vous avez fondé il y a 5 ans maintenant. Le Gérontopole 2010 plus précisément, le Gérontopole qui a son siège ici dans cette maison de l'autonomie. On est un petit peu chez vous en quelque sorte.
Christian Moinard, vous êtes professeur à Audencia depuis 2008. Audencia qui va bientôt ouvrir un MBA consacré à la Silver Economy. Et puis, comme à chaque numéro de Tout Écho, on a notre grand témoin. Il s'agit cette fois d'Antoine Lambert, coordinateur à la compagnie La Belle Boîte, qui vient de créer une pièce de théâtre sur le thème de la vieillesse. Vous serez l'observateur privilégié de nos échanges et vous nous apporterez votre éclairage en fin d'émission. Première question à nos invités pour commencer. Vous êtes dans quel état d'esprit vis-à-vis de cette Silver Economy, hein? Elle est souvent présentée comme un nouvel Eldorado, une nouvelle frontière, un nouveau Far West. Les études nous promettent un marché en hausse de 4% par an d'ici 2020 à 130 milliards d'euros. C'est comme ça que vous le voyez encore aujourd'hui, ce marché de la Silver Economy, un Eldorado? Alors, je pense que notre position dans l'Ouest n'a jamais été faite d'annonces, mais de construction lente et solide. Et que même avant que la Silver Economy soit un nom usité largement, on était sur cette construction qui est une véritable construction de ce qu'on pourrait appeler une filière, ce qui est peut-être un terme impropre, mais en tout cas une articulation entre des entreprises. Et donc ça demandera du temps. Donc pas trop le terme Eldorado, en tout cas pour vous, professeur Beru. Emmanuel Godmer. Pour moi non plus, c'est pas forcément un Eldorado, c'est plutôt une nouvelle façon de se positionner, de communiquer dans le cadre d'un monde économique qui demande à s'organiser. Mais effectivement, c'est une véritable opportunité économique pour se structurer et pour vendre nos prestations. Christian Moinard, même question. Alors, même réponse, non, c'est pas un Eldorado, c'est-à-dire c'est un marché qui est un marché immense, très important, mais qui ne sera pas atteignable à n'importe quelle condition. Donc il y a des dimensions, des transformations pour les entreprises et pour les acteurs économiques qui vont être très importants. De la prudence dans ces premiers propos. Pour compléter ces échanges, voici quelques éléments de contexte sur le poids de la Silver Economy en France et en Pays de la Loire. C'est un reportage sur un commentaire d'Annelise Tomine. Un coup de vieux, ça peut venir n'importe quand. Et ça arrive plus vite qu'on ne croit. Le vieillissement de la population, un phénomène démographique qui galope. Les plus de 60 ans représentent aujourd'hui 20% des habitants des Pays de la Loire. Ils seront plus de 30% en 2030. C'est là le double effet qui se coule de l'allongement de l'espérance de vie et de l'arrivée massive à la retraite des baby boomers. Tous ces vieux, une petite faiblesse qui nous perdra. Au contraire, un gisement pour les défenseurs de la Silver Economy, un levier de croissance. En France, un marché à venir de 130 milliards d'euros et d'ici 2020, la création de 300 000 emplois non délocalisables dans le secteur de l'aide à domicile, 7 000 à 11 000 dans notre région. Les seniors ne représentent-ils pas déjà plus de la moitié des dépenses de consommation et leur pouvoir d'achat n'est-il pas déjà plus élevé en moyenne que celui des moins de 50 ans? Bref, la Silver Economy plus qu'une filière, un bon filon pour redresser la France. Tout le monde veut y croire. En 2013, le gouvernement a placé le concept en tête de gondole. La ministre en charge du dossier est d'ailleurs venue inaugurer à Nantes la Maison régionale de l'autonomie et de la longévité, nouveau siège du gérontopôle des Pays de la Loire, un des 3 gérontopoles de l'Hexagone. Je voudrais, pour lancer notre discussion, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ces prévisions démographiques. Selon l'INSEE, un habitant sur 3 en Pays de la Loire aura plus de 60 ans en 2030 et on prévoit une augmentation de la tranche d'âge des 74 ans de 56% et de 116% pour les 75 ans et plus d'ici 2030. On va voir les chiffres s'afficher. Le pays vieillit peut-être moins rapidement qu'ailleurs dans d'autres pays européens. Auparavant, ce phénomène de vieillissement était considéré plutôt comme une faiblesse, si on se souvient de ce qu'on nous disait dans nos manuels scolaires. Aujourd'hui, ça serait un atout, un levier de développement. Est-ce qu'on est là dans un changement de discours par rapport à cette démographie? Alors, en fait, peut-être plus qu'un changement de discours qui pourrait sembler superficiel, c'est un changement de nature, puisque
la proportion de population qui vieillissait était beaucoup plus faible autrefois. Et d'autre part, la vie après le travail était beaucoup plus courte. Et donc, se posait pas de la même manière, la question de la vie après le travail. Aujourd'hui, on a une espérance de vie qui est entre 25 et 27 ans de vie après le travail. Alors que quand les retraites sont nées par répartition, l'espérance de vie après le travail était de 2 à 3 ans. Et en plus, ça concernait une partie de la population beaucoup plus faible. Donc on est vraiment sur un problème non pas de chiffres qui augmenteraient et baisseraient comme un indice boursier, mais par un changement de nature. C'est-à-dire c'est une population qui, pour son tiers, a travaillé mais ne travaille plus et est dans une autre manière d'être en société. Mais quand on dit l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse, là, on change un petit peu de discours quand même. On dit aussi, finalement, nos personnes âgées, c'est aussi notre avenir. Mais à partir du moment où on est vieux 25 ans, c'est-à-dire qu'on peut se projeter dans l'avenir avec, parce que l'horizon de 20 ans est quand même un temps relativement long. Nos hommes politiques n'ont pas 20 ans devant eux pour réfléchir. On a 20 ans devant nous pour envisager une perspective, donc c'est quand même une manière de voir l'avenir. Il y a autant de temps entre le départ à la retraite et le décès qu'entre la fin des études initiales et la retraite. Que dit le monde économique là-dessus, sur cette question du temps d'espérance de vie et de ce temps-là, justement, entre l'âge de la retraite et la fin de vie? Mais je vous disais tout à l'heure que c'est une véritable opportunité pour s'organiser. Je crois qu'on on se donne, en tout cas comme objectif, de revisiter l'ensemble du mode de vie, que ce soit au travers de l'habitat, que ce soit au travers du service à la personne, que ce soit au travers de la nutrition, des loisirs ou des transports. En tout cas, c'est véritablement mettre au centre de nos préoccupations le vieillissement, la dépendance sous toutes ses formes et la faire évoluer au travers de nos modes d'habitat. Quand on parle de seniors, c'est un terme utilisé, on désigne qui? Les plus de 50 ans, les plus de 60 ans? Il y a toujours un flou sur ce que recouvre exactement ce terme de senior. Allez. La segmentation est compliquée puisqu'en effet, il y a différents types de segmentation et différentes approches. Si on prend par exemple les études du CREDOC, qui commencent à partir de 50 ans. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même perspective de seniors ou de personnes vieillissantes quand on a 50 ans, quand on a 65, quand on a 75, quand on a 90. Donc, parler de la silver economy comme une espèce de marché homogène, à mon avis, est une erreur. Il y a des segmentations qui sont très différentes d'une catégorie à une autre. Vous vouliez compléter Oui, je pense que les chiffres, en fait, ne donnent pas la réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce qu'on peut très bien, à 71 ans, être dépendant avec une démence vasculaire ou être comme Picasso en train de présenter son dernier enfant. Ou Charlie Chaplin, qui ont eu leur dernier enfant tout petit, évidemment, alors qu'ils étaient déjà des seniors avertis. Donc, je pense qu'il y a une telle grande hétérogénéité de vie, de manière de vivre, d'autonomie, d'entourage avec l'âge, que les catégories par âge ne sont pas descriptives. Alors, vous le soulignez, il y a des différences énormes, et M. Moinard le disait aussi. Ça explique peut-être aujourd'hui la difficulté de cerner ce qu'est véritablement la silver economy. Ça reste quand même assez flou aux yeux du grand public. Où en est ce marché, cette filière, par exemple, ici en Pays de la Loire? Est-ce qu'on arrive à définir ses contours plus précisément? Allez-y, hein, les micros sont ouverts, vous pouvez les saisir quand vous voulez. Je suis là pour apporter un témoignage également, à la fois avec ma casquette chambre de commerce, mais également avec ma casquette entreprise. On en est où, depuis pratiquement 2 ans maintenant, il y a eu un certain nombre de groupes de travail, d'entreprises, d'institutions du monde de la santé, aussi bien publiques que privées d'ailleurs, qui se sont mobilisés pour réfléchir sur des thématiques. Alors, on a parlé beaucoup de la thématique de l'habitat, on a parlé aussi de la thématique du service à la personne, et l'objectif, au travers de très petites entreprises, mais aussi de PME et PMI, c'est de se parler, de définir des axes de travail et de recherche, et concrètement, de mettre en application ces axes de travail. Combien d'entreprises concernées? À peu près 400.
Et elles arrivent comme ça parce que ces entreprises, c'est qui? C'est surtout des PME, vous l'avez dit. Il y a beaucoup d'artisans. Oui. Elles n'arrivent pas comme ça, non. Elles ont été cherchées notamment par le monde économique, la région qui s'est beaucoup impliquée, et puis l'implication et la création du Gérontopole ont été absolument fédérateurs. Elles arrivent à communiquer entre elles parce qu'elles viennent de différents secteurs d'activité. Elles n'ont pas forcément les mêmes contraintes, les mêmes problématiques, les mêmes objectifs. Oui, mais elles arrivent à communiquer entre elles parce qu'elles ont un objectif commun, c'est finalement de définir une offre un service ou un produit finalement qui correspondent à un marché d'avenir et qui est absolument important. Quel est le rôle du Gérontopole par rapport à ces entreprises qui commencent à s'intéresser à cette filière? Le Gérontopole, on pourrait peut-être le comparer à un carrefour où les gens se rencontrent. C'est-à-dire qu'il faut se rencontrer pour pouvoir élaborer de nouvelles stratégies. Nous ne sommes pas dans un domaine où, par une avancée technique isolée, on va faire avancer un modèle. Le modèle de développement des produits et des services, ce sont des modèles qui sont centrés sur le besoin des personnes, mais développés avec les personnes et puis les connaisseurs de ce terrain, c'est-à-dire les professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées. Et donc là, on essaye de faire une rencontre qui est originale entre le monde de l'entreprise, de la recherche et du développement, l'autre part, les personnes âgées et ceux qui travaillent auprès des personnes âgées, pour que les produits et services correspondent à une vraie attente, un vrai besoin et donc à un vrai marché. Donc là, c'est le rôle du Gérontopole aujourd'hui. Vous animez un peu cette filière. On co-anime. Vous co-animez. Avec la Chambre de commerce régionale et d'industrie, avec d'autres acteurs, et puis évidemment aussi avec la région, qui est très moteur dans le monde économique. Et on a besoin de ces animateurs, ces coordinateurs pour structurer la filière. Elle pourrait finalement peut-être exister sans vous, sans le Gérontopole, sans la CCI, sans l'aide de la CCI. Alors, laisser faire le marché, l'offre et la demande. Alors on peut en effet toujours faire sans. L'intérêt, c'est d'essayer de faire des produits qui soient véritablement utiles pour la qualité de vie des personnes et qui rencontrent véritablement un marché. Si je peux, par exemple, illustrer, quand on imagine, par exemple, ceux qui faisaient des téléphones portables, ils ont imaginé qu'un téléphone portable pour personnes âgées, c'est un téléphone portable à grosse touche. Et donc, ils n'ont pas eu besoin de Gérontopole pour inventer un téléphone à grosse touche. Le problème, c'est que les personnes âgées n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être considérés comme des personnes âgées avec un téléphone à grosse touche. Donc on voit bien qu'entre le regard qu'on porte sur les personnes âgées et puis ce qu'elles perçoivent de leur appartenance à la société, de leurs désirs, de leurs envies, on a un écart. Et donc il faut peut-être une sorte de passage, de passerelle. On y reviendra en deuxième partie. Christian Monard, est-ce que ce marché-là, finalement, on est au tout début. Il n'est pas très mature encore, ce marché de la silver economy. On est d'accord, c'est un marché qui n'est pas très mature, ou plutôt en fonction des différentes catégories du marché, il y a certaines parties, certaines offres qui sont complètement matures, on va dire l'offre traditionnelle, des maisons de retraite, de la domicile, etc., qu'on connaît. Il y a d'autres offres, d'autres segments du marché qui sont absolument pas matures, et avec une des particularités de ce marché, c'est que c'est un jeu à trois bandes. Un jeu à trois bandes entre ceux qui produisent l'offre de produits ou de services, la clientèle, entre guillemets, que sont les personnes âgées, et l'ensemble du réseau de vie des personnes âgées qui agissent comme prescripteurs, que ce soit les enfants, les médecins, etc., etc. Et donc, il faut construire, et c'est pour ça que la place des opérateurs comme le Gérontopole, qui permet de construire justement cette relation, est extrêmement important pour pouvoir construire ce marché de la silver economy. Est-ce qu'on a des grosses locomotives, des entreprises qui tirent un peu vers le haut ce marché, ou, comme l'a dit Emmanuel Godmer, on a surtout des petites PME qui essayent d'accrocher ce marché, mais bon, ça reste des petites entreprises, quoi. Est-ce qu'on a des gros mastodontes qui tirent les choses? Alors, au niveau régional comme au niveau national, il y a eu quand même l'initiative de l'État à travers la filière Silver Economy qui a permis de mettre autour de la table un certain nombre de gros opérateurs. Je pense à des Legrand, je pense à des Orange Healthcare, je pense à un certain nombre de structures qui agissent dans cette logique de stabilisation du marché à un niveau macro, c'est-à-dire au niveau national, voire au niveau international.
Maintenant, la réalité tangible de ce marché, de cette offre, c'est quand même beaucoup des opérateurs de petite taille, avec un certain nombre de start-up, avec une dimension d'innovation qui est extrêmement importante. On trouve aussi quelques ETI, des entreprises de taille plus intermédiaire, des grosses PME, qui sont assez positionnées dans ce secteur-là, sur des créneaux très spécifiques, par exemple la transformation de l'habitat, par exemple la mobilité à l'intérieur du logement ou des choses comme ça. Mais c'est une partie de leur activité. Est-ce qu'on connaît des entreprises qui sont des grosses entreprises et qui se sont lancées uniquement sur la Silver? Voilà, je crée mon entreprise parce que je vais aller sur ce secteur-là et uniquement là-dessus. Alors, oui, au niveau des startups, très clairement, Oui. on retrouve des startups qui sont spécialisées là-dessus. On retrouve des ETI, comme je vous disais, ou des entreprises, on va dire, de taille intermédiaire qui se sont spécialisées là-dessus, dans le domaine sur les problématiques alimentaires, sur des problématiques, je vous dis par exemple, de construction d'élévateurs ou d'ascenseurs au sein des maisons, des choses comme ça, qui sont vraiment spécialisées sur cette question-là, sur la transformation de la salle de bain, par exemple. On retrouve un certain nombre de structures. Au niveau des grandes entreprises, bien évidemment, on n'a pas de grandes entreprises de la Silver Economy, mais il y a quelques entreprises, j'ai cité l'exemple de Legrand, qui ont créé leur propre direction, service ou branche du groupe dédiée vraiment à ce marché-là. Sur les Pays de la Loire, est-ce qu'on a un engagement plus fort? Vous l'avez un petit peu dit en début d'émission, est-ce qu'on a un engagement plus fort sur cette filière qu'ailleurs en France? Je sais qu'il y a des choses qui se font en Ile-de-France, notamment avec la Silver Valley. Est-ce qu'on est en avance par rapport aux autres régions dans ce domaine-là, de la Silver Economy? Alors en fait, on a un modèle de développement qui est un peu différent. C'est-à-dire que la Silver Valley s'est regroupée avec toute la force de l'Île-de-France, mais la connexion aux professionnels, au monde sanitaire et médico-social est pas très forte. Et d'ailleurs, actuellement, ils pensent à faire un gérontopole Île-de-France, mais sans connexion avec la Silver Valley. Donc on voit bien qu'on est sur un modèle qui est différent. C'est difficile de le comparer. Les deux autres gérontopoles ne sont pas vraiment en lien avec la Silver Economy. Un peu le gérontopole interrégional Bourgogne-Franche-Comté, mais qui n'est quand même pas un axe fort. Et puis sur Toulouse, c'est surtout la recherche médicale. Donc c'est difficile de comparer, ligérienne. de vous répondre. Le modèle de développement et notre histoire est vraiment particulière. Et on est parti d'emblée sur une construction qui se veut systémique, c'est-à-dire une Silver Economy qui est en lien non seulement avec la recherche et le développement, mais également avec la formation. Parce que c'est capital dans le développement de l'économie des services qu'il y ait les personnes formées pour pouvoir répondre aux emplois qui vont être créés. 11 000 emplois d'ici 2020. Donc, il est important de mettre la formation et de ne pas isoler l'entreprise, avec l'entreprise d'un côté, le senior comme cible marketing de l'autre, et qui serait isolé du tissu des professionnels, des acteurs de la formation, vous voyez ? Alors, c'est déjà la fin de cette première partie. Merci à Emmanuel Godmer et merci Christian Moinard d'avoir été avec nous pour cette première partie. On va poursuivre nos échanges. Parmi les entreprises aujourd'hui les plus impliquées en Loire-Atlantique, dans la Silver Economy, on trouve sans surprise celle du secteur de l'habitat, puisqu'avec l'âge, l'adaptation de son domicile devient une priorité quand on veut vieillir chez soi. Illustration avec ce reportage d'Éric Egon. Monsieur Briand se familiarise avec le Montescalier. À 84 ans, ses déplacements sont devenus plus compliqués dans une maison à la Nantaise des années 70 où les pièces de vie sont à l'étage. Ah oui, il est indispensable pour moi. Parce que, bon, voilà, le si peu que je descends dans le garage, des fois je suis extrêmement fatigué, eh bien c'est indispensable. Hein. Je ne peux pas monter même avec ma canne. D'autres transformations sont en cours de finition, comme ici, dans la salle de bain. Un bac à douche 1 mètre par 1 mètre, avec un siège, une barre de maintien verticale sur la cloison. Ce sont les enfants qui ont effectué toutes les démarches. Monsieur et Madame Briand voulaient vieillir dans la maison qu'ils avaient construite. Un chantier d'aménagement de 17 000 € en partie subventionné et réalisé par une entreprise du bâtiment labellisée. Une entreprise qui, depuis 3 ans, consacre une partie de son activité à la Silver Economy. En termes de volume global d'activité, c'est 20% de l'entreprise. La demande est émergente. Il n'y a pas encore une folle activité, mais on le sent qu'il y a une véritable demande. Une partie de la population âgée veut rester chez elle. Il faut qu'il y ait des conditions acceptables en termes de sécurité,
mais également en termes d'ergonomie, plaisir. Vous voyez, les travaux qu'on est en train de réaliser, vous avez vu la salle de bain, ça sent pas l'hôpital. Autre client, autre situation. À Couëron, ce sont des seniors encore en activité qui viennent de réaliser plus de 100 000 € de travaux. Les Botorel peuvent enfin profiter pleinement de leur extension après 3 mois et demi de chantier. Tout le rez-de-chaussée de la maison a été repensé pour anticiper les contraintes du grand âge. Il est plus facile de l'envisager à nos âges et de faire des changements chez nous et dans notre façon de vivre que si ça nous arrivait à 80, 90 ans par exemple. Et là, ça aurait été beaucoup plus délicat. Tandis que là, donc, on y a pensé tranquillement. On n'a pas été stressé pour le faire. Là, on arrive dans une nouvelle pièce qui a été rénovée. On est sur de l'existant. Et dans un ancien salon, on en a fait une chambre. Donc avec une circulation suffisante pour éventuellement faire passer un fauteuil roulant qui puisse tourner. Et l'accès directement à une salle de bain. Cette génération de baby-boom après baby-boom a des parents ou assez âgés, ils ont vu ce que ça donnait de vivre ou vieillir chez soi et la problématique que ça engendrait. Donc cette génération, la mienne, anticipe. Et ça correspond à une tendance assez nette. Avec les loisirs, le tourisme, les services à la personne, l'habitat reste l'un des principaux murs porteurs de l'économie du vieillissement. Grâce aux seniors, les études promettent à ce secteur d'activité une croissance de 65% d'ici 2020. La Silver Economy, c'est d'ores et déjà du chiffre d'affaires. On l'a vu dans ce reportage avec cette entreprise qui y consacre 20% de son activité. On va le voir aussi avec nos invités qui nous ont rejoints sur ce plateau et qui ont rejoint le professeur Beru du Gérontopole. Christophe Delangue, vous êtes dirigeant d'AIC International, fournisseur de produits pour seniors. Benoît Sago Duvourou, vous êtes fondateur de Gobio Robot, basé à Carquefou, spécialisé dans la robotique. Également sur ce plateau, Geoffroy Verdier, directeur de l'association Aide à domicile pour tous 4485. Je commence avec vous, monsieur Delangue. Depuis quand avez-vous axé votre activité en direction des seniors ? J'ai commencé cette activité en 2010. Avec quel type de produit en fait ? Alors moi, c'est que des petits accessoires pour le confort du senior. C'est justement pour, je dirais, entre guillemets, l'habituer à prendre conscience que il commence à avoir des fragilités ou je dirais des difficultés. Et c'est des petits accessoires pour la salle de bain, pour la cuisine, pour le jardin, pour qu'ils puissent continuer à avoir une vie confortable. Voilà, ça fait que je suis sur le confort du senior surtout. Et des produits qui viennent d'où sont des produits français ? Alors, il y a une partie de produits français, mais une grande majorité de produits d'origine soit États-Unis, soit produits d'Asie, où on se rend compte qu'effectivement, notamment les États-Unis et le Canada, sont entre guillemets en avance sur ce type de produit. Ils ont déjà appréhendé cette problématique depuis quelques années. Et on les trouve où, vos produits ? Ils sont distribués en grande surface ou c'est compliqué de les trouver comme ça ? Alors, ça faisait partie vraiment je dirais, lorsque la Silver Economy a été lancée par Arnaud Montebourg, il avait fait un état des lieux de ce secteur. Et il y avait levé 10 points bloquants pour justement débloquer cette Silver Eco. Et le 7e point bloquant, c'était effectivement la disponibilité des produits pour les seniors. Et ça m'avait vraiment plu parce que, effectivement, moi, une de mes stratégies, c'était de dire il faut que l'accessibilité de ces produits soit pour le plus grand nombre. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui existent aujourd'hui, parfois même depuis très longtemps, mais qui ne sont pas connus. On ne sait pas qu'ils existent, on ne sait pas où les trouver. Et ça, on ne sait pas où qu'ils existent. Et souvent, on peut les trouver assez facilement, mais c'est souvent quand on est déjà confronté à un handicap lourd, où c'est le médecin qui va plutôt orienter vers des sociétés spécialisées, je dirais, plutôt dans la partie médicale, avant que ce soit dans la partie confort. Vous pouvez peut-être nous montrer un exemple de vos produits que vous avez à côté de vous là. Oui, alors là, c'est un exemple. Par exemple, ça, c'est un produit... Oups, elle n'a pas supporté le transport. Et c'est un prototype que je viens de développer, qui va être commercialisé dans 3-4 mois. Bon, rassurez-nous, chez le client, ça tient. Oui. Mais là, c'est vraiment... Voilà. Et voilà, c'est une horloge pour personnes, je dirais, à déficiente, cognitive et en même temps déficiente visuelle.
Ça veut dire qu'on l'a fait sur, je dirais, un fond noir et couleur jaune pour justement celles qui ont atteinte, je dirais, par exemple, de DMLA puissent mieux repérer l'heure. Et déficiente cognitive parce et ça que marche, la date... et ça fonctionne. Vous en vendez? Ah oui, oui, Ouais. tout à fait. Oui. Moi, je ne fais pas de start-up, je suis une vraie entreprise, dans le sens où j'ai un compte de résultat, il faut que le résultat final soit positif, quoi. Et là, la particularité, comme pour vous dire sur l'accessibilité, effectivement, depuis maintenant 2 ans, je suis en test pour distribuer ce genre de produits dans des réseaux plutôt grand public, qui sont des grandes surfaces alimentaires. Et ce qui est marrant, c'est que ici, dans l'entourage, il y a une personne qui a participé avec moi à des tables rondes au sein de grandes sociétés pour justement appréhender le parcours client dans un hyper, par exemple. Quelles sont demain les adaptations que nous devons apporter à un hyper pour accueillir correctement aussi les seniors? Gilles Bérus, c'est des questions concrètes, ça. Comment justement permettre l'accès à ces produits alors qu'on ne sait pas où les trouver, on ne les trouve pas en grande surface? C'est une problématique concrète pour des entrepreneurs. Oui, mais en fait, ça vient de l'histoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la question des personnes âgées était confinée dans le sanitaire, alors se posait la question du remboursement et de la prise en charge. À partir du moment où la Silver Economy n'est plus adressée aux sanitaires, mais au bien-vivre, quel que soit le lieu de vie, dans ce cas-là, on rejoint en fait des thématiques que l'on voit aussi au niveau des normes. C'est-à-dire qu'il sera inutile de faire des normes personnes âgées parce que ça sera des normes universelles bientôt. Donc pas de label Et Silver il n'y aura Economy. pas besoin de faire des circuits financiers ou de commercialisation personnes âgées. Il faut que ça soit les grandes surfaces et ouvert à tous. Pas un label Silver Economy qu'on verrait apparaître sur les produits, ce ne serait pas utile. Je pense que stigmatiser une tranche de la population alors que le but c'est justement qu'elle puisse intégrer la société n'est pas très adroit. Et d'autre part, on n'a pas besoin d'un label pour marquer la qualité. On peut le trouver d'une manière peut-être plus habile, mais on peut noter le souci d'un co-développement senior d'un produit sans forcément l'étiqueter personne âgée. C'est subtil quand même, c'est compliqué à faire. C'est pour ça que l'Eldorado que vous annonciez au début, j'annonçais rien du tout, mais c'est comme ça qu'on présente. C'est comme ça qu'on présente souvent la Silver Economy. Oui, mais justement, parce que quand on rentre dans le dispositif lui-même, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui est à 0,7 points de PIB pendant 10 ans. Donc il faut quand même réfléchir un peu à ce qu'on fait. Avec vous, Benoît Sagot, vous êtes dans la robotique. Et vous développez ce produit que vous avez à côté de vous, ce robot, qui n'est pas encore commercialisé, mais que vous espérez commercialiser dans quelques mois. De quoi s'agit-il exactement? Alors, nous, on travaille sur la robotique de service. De quelle façon la technologie robotique peut apporter un service en complément de ce qui existe aujourd'hui, les services à la personne, tous les services médicaux. Et donc, ce que l'on veut, c'est développer une gamme de produits qui permettent à la fois d'améliorer les conditions de vie et d'aider au maintien à domicile de personnes en début ou en état de dépendance plus ou moins forte, en apportant soit des services de convivialité, des services de bien-être, soit des services aussi de sécurité. Donc nos 2 grands axes, c'est confort et sécurité. Et ici, là, c'est un robot qui serait au domicile d'une personne âgée, par exemple, et qui surveillerait, entre guillemets, cette personne pendant son sommeil, la nuit, par exemple. C'est ça ? Alors surtout pas qu'il surveillerait la personne, parce que personne n'a envie d'être surveillé la nuit, quel que soit son âge, mais qui permettrait d'apporter une sécurité en cas de détection d'une anomalie notamment pendant la nuit, puisque c'est les cas de figure les plus difficiles à régler, à la fois sur le plan personnel, pour pouvoir mettre des personnes à domicile, ça coûte une fortune, et sur le fait que les aidants familiaux ou les aidants de proximité dorment la nuit. Et donc le but est d'apporter à travers un ensemble d'objets connectés, dont celui-là, dont ce robot, une possibilité d'alerter un service qui va pouvoir intervenir avec ce robot, venir se positionner, à faire déplacer le robot auprès de la personne pour évaluer la problématique qui se passe.
alors, on a quelqu'un qui, dans le secteur de l'aide à domicile, on voit, il y a plein d'innovations annoncées dans ce secteur-là, notamment à travers la robotique. L'exemple de ce robot ici sur le plateau. Vous, en tant que directeur d'ADT 4485, vous intervenez auprès des personnes âgées. Je crois que c'est 40% des personnes que vous suivez. Vous pensez que demain, effectivement, la robotique pourra remplacer les aides à domicile ou partiellement, totalement ? Alors, quel est votre regard, en fait, d'homme de terrain par rapport à ce qu'on annonce avec cette Silver Economy ? Alors, pour commencer, quand la Silver Economy a été lancée, eh bien, nos associations d'aide à domicile étaient déjà là. On intervenait depuis... ça fait plusieurs années qu'on intervenait. Donc, évidemment, on n'a pas pour ambition de disparaître. Et donc, ça nous paraît extrêmement important de maintenir... le lien social et un certain nombre de gestes techniques qu'on sait faire. Et voilà. Après, on est tout à fait ouvert à ce qu'un certain nombre de nouvelles technologies puissent remplacer ou compléter plutôt nos interventions. Et là, effectivement, à un moment donné, il faut se poser la question de la plus-value d'une personne qui va d'une garde malade, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, la nuit par exemple. Voilà, si à un moment donné, d'ailleurs ça existe déjà, hein, pas sous la forme d'un robot, mais la téléassistance, les téléalarmes, il y a déjà un certain nombre de produits qui font qu'on n'intervient pas, fort heureusement, 24 heures sur 24 chez personne. Donc, en fait, on a un regard tout à fait intéressé à partir du moment où on nous inclut dans le dispositif, où on va venir nous questionner. Parce que, et c'est le cas aujourd'hui ? Vous avez l'impression d'être écouté, d'être invité lors des réunions de travail, quand il y a des entreprises qui se... On est déjà invité ce soir, on est déjà venu au Gérontopole, on participe à un certain nombre de groupes de travail, on est aussi allé à la CCI. Voilà, effectivement, ça c'est nouveau, c'est-à-dire que nous, associations, notre travail c'est d'intervenir chez les personnes 365 jours sur 365. Évidemment, la question de la formation, la question de se poser des questions sur l'avenir, c'est des choses qu'on avait déjà faites. Aujourd'hui, être beaucoup plus partie prenante de ce qu'on appelle la recherche et développement, et c'est un petit peu de ça qu'on parle. Parce qu'il s'agit bien d'identifier les besoins aussi des personnes âgées et des seniors. C'est pas toujours facile, en fait, quand on est un industriel... d'identifier ces besoins. Tout à fait. C'est pour ça que nous, justement, on travaille en collaboration sur ces développements avec un groupement de sociétés de services à la personne national qui nous permet de faire remonter les besoins. Dans quel cas de figure une personne se sent obligée ou est obligée de partir en maison de retraite ? Est-ce que la technologie associée au travail des personnels des sociétés ou des associations de services à la personne pourrait permettre de rester plus longtemps au domicile ? Est-ce que la technologie pourrait permettre à quelqu'un de sortir d'une hospitalisation un petit peu plus tôt avec le coût que cela représente ? Et pour nous, c'est très important justement d'avoir cette communication avec différents types de structures. Et le Gérontopole est vraiment un outil pour nous très important avec la CCI pour nous rencontrer, pour discuter avec les gens qui vont faire des objets connectés de domotique, par exemple, qui vont être un complément forcé à ça, et avec les sociétés, les personnes qui vont intervenir quand le robot ou quand le système va détecter une anomalie. C'est pas le robot qui va aller donner un coup de main à la personne. C'est bien une personne, l'aidant familial, un aidant professionnel ou un service de secours qui va le faire. On n'est pas là pour remplacer les personnes, bien sûr. Oui, c'est intéressant de faire la distinction entre des objets qui sont orientés vers l'aide directe de la personne âgée et des objets qui sont en appui des professionnels qui s'occupent de la personne âgée. Et ça, ce sont deux marchés dont les modes de développement sont différents et qui ont tous les deux, évidemment, une grande pertinence. Là, on est sur un objet qui va aider, en fait, l'aide humaine qui peut être apportée, soit en limitant les interventions dans le cadre d'un modèle économique, tout en ayant une bonne réactivité, en articulant aussi une alerte avec la réponse à alerte, ce qui est très intéressant, et en même temps aussi en améliorant les conditions de travail du personnel. Ça, quelquefois, c'est
c'est peu évoqué en Silver Economy, mais quand vous, par exemple, vous développez des techniques pour lever les patients qui peuvent être utilisés à domicile, qui sont transportables, qui sont faciles d'usage, vous économisez le dos, les douleurs lombaires du personnel. Et donc, vous permettez une longévité au travail du personnel. Ce qui est un enjeu aussi très, très important parce que l'âge de la retraite va probablement pas diminuer. Et donc, il faut qu'on puisse réfléchir à la durabilité au travail de l'aide. Et puis, d'autre part, j'ai fini, c'est pour l'aide naturelle ou familier, c'est aussi, il faut des appareils qui permettent de diminuer le stress des aidants naturels, parce que c'est une des premières causes aussi de rupture avec le domicile. Alors, je voulais relancer aussi sur la question des produits et des services qui seront proposés demain, la question du prix aussi de ces services. À qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'on le sait, en France, en Pays de la Loire, les retraites sont en moyenne pas très élevées, 1620 € de retraite en moyenne pour les seniors. Qui pourra avoir accès à ces produits, ces services qui, dans un premier temps, en tout cas, risquent de coûter cher? Alors, et nous, le modèle économique ne s'appuie évidemment pas sur la vente de ces produits directement aux bénéficiaires. Nécessairement, ça passe par l'intermédiaire des structures qui vont être capables de manager ces produits, c'est-à-dire les structures de service à la personne, qui vont soit les acheter, soit les louer, et qui eux-mêmes vont les louer en règle générale aux personnes, parce que évidemment, on est sur des durées d'utilisation du système qui sont inconnues au moment où on les met en œuvre, au moment où la dépendance nécessite le passage à ce type de recours. Monsieur Delangle, sur le prix. Moi, j'ai fait le choix effectivement d'avoir des produits relativement accessibles en prix, et on reste sur de la petite aide technique. Ça veut dire que ce n'est pas des produits technologiquement très avancés, mais ça peut être des produits connectés pour faire de la domotique, pour faire des chemins lumineux, ou ainsi de suite, qui ne nécessitent pas peut-être systématiquement une installation et qui entraînent des gros travaux parfois. Ça fait que parfois, ça peut être des adaptations du logement sans pour autant dépenser beaucoup d'argent. Les personnes âgées que vous rencontrez, Geoffroy Verdy, ont envie de consommer, de s'acheter des choses comme ça, passer l'âge de la retraite? Vous avez parlé tout à l'heure de cibles ou de segments. Je pense que c'est important. Nous, on est plutôt donc sur un public fragile et en tout cas un public âgé. Si senior, ça commence à partir de 60 ans. Je crois que nous, on est quand même plutôt peut-être autour de personnes, je dirais 70, 75 ans. Et donc, l'aide qu'on leur apporte, je dirais que on leur apporte cette aide parce qu'elles en ont besoin. Pour la plupart, elles bénéficient partiellement ou en totalité d'un certain nombre de prises en charge. Et les matériaux qui vont peut-être compléter notre aide, donc on a parlé de transfert, de lève-malade, enfin toutes ces, ou de téléassistance. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans j'ai envie, donc je consomme. Mais il y a un besoin, ça va permettre de maintenir plus longtemps au domicile, éventuellement pour nous de faciliter le travail de notre personnel. Si demain on est en capacité de nous proposer des produits qui effectivement faciliteront le travail de nos personnels, permettront de limiter les accidents du travail, de prolonger la durée au travail, parce qu'effectivement aller jusqu'à 65 ans dans ces métiers c'est compliqué, on va y regarder, c'est-à-dire que ça pourrait nous intéresser. Voilà, moi sur cette population-là, Après, sur les plus jeunes seniors, il y a certainement des gens qui ont les moyens, qui ont envie de consommer, ceux qu'on a retrouvés au salon à la Beaujoire au mois de... Qui étaient très nombreux, effectivement, à participer à ce premier salon étiqueté Silver Economy à la Beaujoire. Ceux-là, effectivement, c'est les baby-boomers, en fait, qui arrivent à l'âge de la retraite aujourd'hui et qui sont en capacité, peut-être, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat plus élevé que les autres tranches d'âge, de consommer. Il y a la question du pouvoir d'achat, et puis il y a également le fait que, en l'occurrence, c'est pas un public que nous on accompagne. Donc pour l'instant, ils sont effectivement dans des choix, dans des stratégies de confort, de se dire tiens, si on avait tel outil, telle technologie, ça nous permettrait de faciliter un certain nombre de choses
au quotidien. Quand on est entrepreneur, c'est plutôt cette clientèle-là de seniors aisés qu'il faut viser pour faire décoller cette silver economy? Je pense que là, vous posez la question du débouché. Donc, il faudrait peut-être dire 2 mots. La première, c'est que vous êtes très orienté vers le client, la personne dans vos questions, et on ne décolle pas beaucoup de ça. Mais en fait, si on monte une filière, en même temps. Mais c'est parfait. Mais on va faire l'économie peut-être pas uniquement avec une personne âgée qui est le client et qui a du pouvoir d'achat. On a vu un deuxième client qui n'est pas une personne âgée riche, qui sont les organismes qui s'occupent des personnes âgées à domicile. Donc le client n'est plus la personne âgée, mais une organisation ou une structure qui s'occupe des personnes âgées. Et puis il y a un troisième client qui sont les territoires. Parce que derrière le problème de la silver economy, il y a le problème de la mobilité du vivre ensemble. Et donc il y a du matériel urbain, il y a, je dirais, des investissements qui sont lourds. Il y a aussi l'extension de tout le réseau de fibres si on veut faire de la téléassistance et de télémédecine au domicile. Et donc là, il y a un autre marché, un marché qui compte très très lourd et beaucoup plus que les technologies en grande surface en termes de poids économique, où là, on aura peut-être aussi des grosses entreprises leaders qui vont s'impliquer. Est-ce qu'il est visible, ce marché dont vous parlez? Est-ce qu'il est... il est visible quand on construit... Est-ce qu'on s'y attaque? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont en train d'y travailler? Est-ce que... Oui. Oui. Et c'est pour ça qu'on vous disait au début qu'il faut un certain temps, en fait, parce qu'il faut que les territoires aient une maturité de réflexion qui leur montre qu'il faut qu'ils fassent des investissements lourds d'infrastructures, qu'on trouve les modalités économiques d'aide au financement des territoires pour qu'ils puissent y répondre. Je prends l'exemple d'une maison de santé. Et ce sera votre mot de la fin. Ah bon. Alors donc, voilà. Une maison de santé a besoin d'infrastructures pour exister, et donc ça entraîne des investissements qui sont importants, et la majorité des personnes qui vont fréquenter cette maison de santé sont des seniors. Voilà. Merci, professeur Beru, pour cette conclusion. Avant de nous quitter, je me tourne pour conclure vers notre grand témoin, Antoine Lambert, qui a suivi toute la discussion. Vous appartenez à la compagnie La Belle Boîte, une agence nantaise de théâtre d'improvisation en milieu professionnel. Récemment, vous avez monté une pièce en collaboration avec la mairie de Nantes, une pièce sur le thème de la vieillesse, écrite avec les habitants. Quel était le but de cette opération ? Le but, c'était surtout de s'interroger effectivement sur le regard que l'on porte sur la vieillesse. Depuis 3 ans, la ville de Nantes essaye d'interroger, d'animer cette thématique-là sur le territoire. Il y a eu une expo photo faite il y a 2 ans, il y a eu un film fait l'année dernière, et puis cette année, ils voulaient explorer un petit peu le support théâtral pour réfléchir à comment on fait, effectivement, quelle place on accorde à la vieillesse, quel regard on porte, puisque c'était ça. Et nous, on a choisi effectivement d'aller rencontrer plein de Nantais différents, des habitants de tous âges, d'une classe de CM2 à des gens dans des foyers logements, pour les interroger là-dessus et qu'ils puissent s'exprimer. Une pièce en est sortie, effectivement, qui a joué, qui va rejouer encore. Alors, suite à ces ateliers, il y a eu donc la création de cette pièce de théâtre intitulée L'Étincelle, c'est bien ça. Et je vous propose justement d'en voir un court extrait. Coucou papy. Bon, je te laisse les courses là. Bon, j'y vais, je suis garde en double fil. T'as des choses de prévues cette semaine ? On fait une sortie découverte avec le club après-demain. Super! Vous allez voir quoi ? Je ne sais pas, c'est une surprise. Alors, ce que semble dire la pièce de théâtre, c'est que la vieillesse ou le sentiment de vieillesse est peut-être surtout dans le regard des autres. Finalement, ça rejoint peut-être aussi la position des partisans de la silver economy. Est-ce que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde par rapport à tout ce qui a été dit au cours de cette émission ? Oui et non. C'est dans le regard des autres, mais c'est dans le regard aussi que les personnes âgées portent sur elles-mêmes. On ne présente pas la personne âgée comme une victime du regard des autres dans la pièce. Justement, on ne voulait pas répondre et on voulait montrer que le problème était un peu plus complexe que ça et que c'est aussi comment les personnes âgées se définissent, est-ce qu'elles se sentent vieilles ou pas, et qu'une partie n'est pas la place qu'on leur accorde, mais la place qu'elles sont prêtes à prendre. Et pour revenir sur les échanges qui étaient vraiment intéressants, j'ai fait aussi un petit peu d'économie dans ma jeunesse, et on va dire que ce qui m'amusait, c'est que là, on parle de silver economy, qu'en ne ciblant les seniors que
sont que d'un côté de l'économie, c'est-à-dire qu'ils sont du côté vraiment du consommateur, des gens qui vont consommer, qui vont acheter, parce que sont considérant que... Et nous, ce qu'on a cherché à faire dans toute la pièce, c'était effectivement d'être un peu moins... d'être plus équilibré que ça. Et que le héros de notre pièce, il souffre justement de n'être plus considéré que comme quelqu'un d'inutile, ou en tout cas quelqu'un qui va juste devoir consommer. Dans l'extrait que vous venez de montrer, juste après, il dit qu'on leur a emmené dans une manufacture de tabac et qu'ils ont fait la visite en 2 minutes et qu'on voulait surtout les amener à la boutique de souvenirs pour que justement ils puissent un petit peu claquer leur fric, etc. Parce qu'à la limite, leur seul rôle dans l'économie aujourd'hui, aux personnes âgées, c'est de consommer, c'est d'acheter. Ils ont de l'argent, au moins qu'ils le donnent à ceux qui en ont besoin, puisque... le problème, c'est qu'aujourd'hui, les personnes âgées, ce ne sont plus des vieux sages. Ils ont tout raté, cette génération-là. Économiquement, ils nous ont livré quelque chose où il n'y a jamais eu autant d'inégalités. D'un point de vue écologique, ils nous ont livré une terre qui est un peu... Donc, ils ont une image qui est un peu dégradée. C'est une génération irresponsable qui nous a livré une société qui n'est pas en très très bon état. Et donc, la seule place qu'on leur accorde encore maintenant, c'est d'essayer de nous enquiquiner le moins possible avec leur dépendance, faire en sorte que, vivez longtemps si vous voulez, mais faites en sorte que ça ne retombe pas sur les épaules. Et au minimum, le fric qui vous reste, filez-le nous, quoi, qu'on puisse créer des emplois, qu'on puisse acheter des trucs. Et c'est de ça dont il souffre un petit peu, le héros de notre pièce. De n'être plus résumé qu'à être un client, d'être un vieux. Et à qui, effectivement, un vieux dont on devrait prendre soin, mais il ne faudrait pas qu'il s'en rende compte. Comme si je vais essayer par tous les services que je vais t'offrir, je vais améliorer ton confort pour que tu sois vieux, mais que tu ne te rendes pas compte que tu sois vieux et que tu puisses donner l'illusion de ne pas être tout à fait vieux. Comme le téléphone à grosse touche. On veut bien avoir des services, mais il faudrait parce qu'on est vieux, mais sans que ça se voit. Merci beaucoup Antoine Lambert pour cette conclusion. C'est la fin de ce numéro de Tout Éco en partenariat avec Audencia. Merci au Gérontopole de nous avoir accueillis dans ces locaux de la Maison régionale de l'autonomie et de la longévité. Merci à toute l'équipe en régie, Annabelle, Bertrand, Nicolas, Glenn, et sur le plateau, merci à Maria, Dani et aux étudiants de Sciences Com. Tout Éco à retrouver sur notre antenne, sur notre site internet telenante.com et nos réseaux sociaux Facebook, Twitter. Prochain numéro du Tout Éco le 24 février prochain. On parlera des entreprises responsables, on parlera de RSE. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Télénante pour un prochain numéro de Tout Éco. À bientôt.